Clément Viktorovitch, nous revenons ce soir sur la situation en Ukraine. Hier, c'était le 9 mai, le jour de la victoire en Russie, l'occasion d'un grand discours de Vladimir Poutine dans lequel il a une nouvelle fois refusé de prononcer le mot guerre pour qualifier l'invasion de l'Ukraine. C'est l'occasion pour nous et pour vous, Clément, de revenir sur cette autre guerre, celle des mots de la communication. Oui, c'est vrai, Nicolas, mais est-ce vraiment de la communication ou faut-il plutôt parler d'une opération de propagande? Je vais y revenir après avoir rappelé que depuis le 24 février, l'offensive des troupes russes sur le territoire ukrainien, jamais Vladimir Poutine n'a parlé de guerre. Il préfère parler d'une simple opération militaire spéciale qui aurait pour justification de protéger la Russie face à son voisin ukrainien qui serait belliqueux et même sous influence néo-nazie. Hier, Alexander Makogonov, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, était l'invité de France Info, l'occasion de lui poser la question directement: pourquoi refuser d'employer le mot guerre? Utiliser le mot guerre, le terme guerre dans le sens traditionnel du terme, c'est un peu déplacé pour caractériser la situation actuelle en Ukraine. Vous savez, lorsqu'il s'agit de la guerre, il s'agit de la guerre entre les armées, entre les peuples même. C'est les peuples entiers qui souffrent, mais dans ce cas, en l'occurrence, dans le cas de l'Ukraine ou de la Russie, personne n'a déclaré la guerre à personne, ni la Russie à l'Ukraine, ni l'Ukraine à la Russie. Bon, pour lui, la situation est claire, hein. Parler de guerre serait inapproprié. Est-ce que c'est convaincant ? Non, absolument pas. On peut reprendre brièvement les trois arguments qu'il emploie. Parler de guerre impliquerait une confrontation des armées. C'est exactement ce qui se déroule sur le territoire ukrainien où tous les observateurs parlent d'un conflit de haute intensité. Parler de guerre impliquerait la souffrance des peuples. Celle du peuple ukrainien à Boutcha, Mariupol et ailleurs a été, hélas, amplement documentée. Quant à l'absence de déclaration de guerre, elle n'est en rien une preuve, hein. L'histoire du XXe siècle compte de nombreuses guerres non déclarées qui n'en sont pas moins des guerres. Bref, quand Vladimir Poutine parle d'une simple opération spéciale, nous sommes clairement en présence d'un euphémisme, une atténuation volontaire de la réalité. Dans le domaine, personne n'est dupe, Clément. Pourquoi s'acharner alors à nier l'évidence ? Eh bien, c'est justement, je crois, la bonne question à se poser, et la réponse, me semble-t-il, peut nous venir de l'histoire. Ce n'est pas la première fois, loin de là, qu'une guerre entraîne l'utilisation massive d'euphémismes de la part des autorités, à commencer d'ailleurs par la guerre d'Algérie, que la France s'escrimait à appeler pudiquement les événements d'Algérie pendant très longtemps. Plus récemment, les États-Unis ont évoqué des frappes chirurgicales et des dommages collatéraux pour désigner en fait les bombardements et les morts civiles, notamment lors de la guerre du Golfe. À chaque fois, il y a bien sûr la volonté de tenter de sauver les apparences devant la communauté internationale. Mais ça va au-delà. La chercheuse en analyse du discours Alice Crick-Planck remarque que bien souvent, ce type d'euphémisme est surtout destiné à l'armée elle-même. L'objectif pour le pouvoir, c'est de tenter de rendre la réalité supportable aux yeux des militaires impliqués dans l'opération, qui doivent pouvoir continuer de se percevoir non comme les agresseurs, mais comme les agressés. Voilà pourquoi Alexander Makogonov ne lâche rien, fût-ce sur une radio française où tout le monde parle de guerre. Dans le contexte d'une information globalisée, il sait que ce qu'il dit peut avoir des répercussions jusqu'en Russie. Et c'est en ce sens que l'on peut parler de propagande ? Oui, me semble-t-il, contrairement à une opération de communication qui est tournée vers l'international, la propagande vise avant tout à orienter, voire manipuler sa propre opinion publique. Et de ce point de vue, ce que l'on observe dans les discours de Vladimir Poutine peut paradoxalement nous évoquer les pratiques du totalitarisme hitlérien. Cela a été bien étudié par un philologue allemand, Viktor Klemperer, dans un livre qu'il a écrit pendant la période nazie, La langue du Troisième Reich. Klemperer remarque que le nazisme, le vrai nazisme, pas le prétendu nazisme ukrainien, fait un usage systématique des euphémismes qui, à force d'être répétés, finissent par déformer la réalité perçue par le peuple allemand. La solution finale pour l'extermination du peuple juif, le traitement spécial pour le gazage des déportés. En ce sens, la torsion du langage que l'on observe chez Vladimir Poutine aujourd'hui pourrait nous conduire à nous interroger surtout sur la réalité du pouvoir qu'il exerce en Russie. Reste-t-il seulement autoritaire ou bien possède-t-il désormais de véritables velléités totalitaires ? La question est posée entre les lignes. C'était Clément Viktorovitch.